Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue à ce webinaire. Nous nous retrouvons ce midi pour aborder un sujet d'actualité de la formation professionnelle qui est celui de la gestion du solde de la taxe d'apprentissage via la plateforme Soltea. C'est donc le sujet qui va nous animer pour l'heure qui vient. Merci à toutes et à tous de nous avoir rejoints. On en est ravis et je vous invite à utiliser la fonction chat pour vous présenter. Pour ma part, je suis Victoire Cuny, je suis chef de projet et juriste en droit social au sein de l'équipe permanente de l'ANDRH. Hop, un petit mot de technique avant de rentrer dans le vif du sujet. Voilà, donc n'hésitez pas à utiliser la fonction de chat pour vous présenter et pour discuter avec nous. N'oubliez pas évidemment d'allumer le son de votre ordinateur. N'hésitez pas à porter un casque audio pour être plus confortable. Nous avons également un onglet questions en bas à droite de votre écran. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser ce petit onglet qui pourrait nous servir. Comme d'habitude, vous retrouvez le support de présentation dans un article dédié sur notre site, donc vous le retrouverez dès cet après-midi. Sans plus attendre, je vous présente notre intervenante du jour qui est Sabrina Dougados, avocate associée chez Littler France et spécialisée en formation professionnelle, si je ne m'abuse pas. Bonjour Sabrina. Bonjour Victoire, bonjour à tous. Bonjour, et je laisse la parole à Sabrina. Alors en effet, on est dans une semaine, où me direz-vous, vous êtes pour beaucoup d'entre vous certainement en congé. Pourtant, c'est une actualité assez prégnante puisqu'effectivement c'est la première année de mise en place par la Caisse des dépôts et consignations de cette nouvelle plateforme Soltea et qui va permettre donc aux entreprises pour la première fois de faire leur versement de solde de taxes d'apprentissage via cette plateforme. Et donc, effectivement, c'est la première année de mise en place et c'est vraiment maintenant que ça se passe parce qu'effectivement, les déclarations se font via les DSN, se sont faites d'ailleurs via les DSN du mois d'avril et les déclarations, modalités de versement interviennent à partir du mois de mai jusqu'au mois de septembre prochain selon le calendrier et les modalités qu'on va passer en vue pendant ce webinaire. Donc l'objectif, évidemment, c'est de vous exposer ces nouvelles règles de gestion inédites pour cette première année de façon la plus opérationnelle possible, même si évidemment, je suis certes avocate, mais enfin l'idée, c'est quand même de vous donner des clés très, très opérationnelles et pas tant juridiques dans la façon de gérer effectivement ce solde de taxes d'apprentissage. Alors, peut-être un premier rappel important qui est de savoir quand même si vous êtes concerné en tant qu'entreprise employeur. Pourquoi je vous pose la question? Je repose la question parce qu'effectivement, d'abord, il y a des cas d'exonération quelque part de plein droit qui concernent toutes les entreprises qui ne sont tous un taxe d'apprentissage. Alors concrètement, ça correspond aux entreprises qui finalement ne payent ni de l'impôt sur les sociétés, ni de l'impôt sur le revenu qui rentre dans la catégorie des BIC, des bénéfices industriels et commerciaux. Alors concrètement, ça concerne qui? Ça concerne par exemple les associations à but non lucratif qui ne sont pas fiscalisées et donc qui ne payent pas d'impôts commerciaux. Ça concerne aussi toutes les sociétés civiles, les coopératives agricoles qui ne sont pas assujetties aux impôts commerciaux. Voilà, donc les sociétés civiles professionnelles notamment ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage puisqu'elles ne sont effectivement pas fiscalisées. Alors, donc une fois qu'on a posé ce cadre-là, parmi les entreprises assujetties à la taxe d'apprentissage, on en a certaines qui peuvent ne pas être redevables de la taxe d'apprentissage de façon très spécifique parce qu'elles remplissent deux conditions cumulatives. Ça concerne souvent le cas des TPE qui emploient au moins un apprenti et dont la masse salariale n'excède pas 6 fois le SMIC. À ces deux seules conditions qui sont des conditions cumulatives, eh bien effectivement, elles ne sont pas assujetties à la taxe d'apprentissage et donc ne sont pas accessoirement concernés par la plateforme Soltea. Voilà, dernier cas d'exonération à avoir en tête, si vous avez des établissements ou des entreprises situées en Alsace-Moselle, donc concrètement dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et en Moselle, eh bien ce sont pour ces établissements-là, en tant que structure employeur, des entreprises qui sont exonérées à la fois de la déclaration et du paiement du solde de la taxe d'apprentissage, puisque dans ces départements, effectivement, les entreprises ne payent que la part principale de la taxe d'apprentissage. On parlait auparavant du quota, et elles ne sont pas assujetties, ce qu'on parlait auparavant du hors quota, eh bien, elles ne sont pas assujetties à cet ex hors quota qui a été désormais renommé solde de taxe d'apprentissage.
Voilà. Donc là aussi, on a quand même des cas d'exonération un peu spécifiques, mais sachez que sur ces territoires-là, eh bien, les entreprises implantées dans ces territoires ne sont donc pas concernées par le solde de la taxe et donc par le sujet Soltea. Voilà, alors une fois qu'on a posé ce cadre un peu préalable, hein, pour rappeler quelles étaient les entreprises concernées par le solde de la taxe d'apprentissage, Victoire, je ne sais pas si on a déjà des questions à ce Non, stade. pas de question. Du coup, je vous propose de passer sur le sujet modalité de collecte et de répartition de ces fonds. Et donc, un premier rappel important quand même, qui est de se redire comment se décompose la taxe d'apprentissage. La taxe si tu veux. Là, j'ai activé mon micro. Il faut que je mette du son. Si tu peux bouger ça ou pas. Est-ce que vous nous entendez? Désolée, on a un petit... C'est bon? C'est reparti. On est désolé. Hein. D'accord. Du coup, là, vous nous entendez bien? J'ai l'impression. Ça a l'air d'être bon. Ouais. Et donc, l'un d'entre vous, très judicieusement, m'a dit vous ne nous entendiez plus depuis 12h04. Donc, je pense qu'effectivement, il vous a peut-être manqué. Je présentais en fait le cadre je rappelais en fait le cadre de l'assiette et de la décomposition de la taxe d'apprentissage. Donc, concrètement, on a une part principale et évidemment une part résiduelle de ce fameux solde de taxe d'apprentissage. Donc, la part principale, c'est 0,59% de la masse salariale. Elle est collectée désormais via le réseau des URSSAF et des MSA pour les entreprises du secteur agricole, reversée à France Compétences, qui elle-même, dans le cadre de la gestion de ce qu'on appelle la CUPFA, finance les différents financeurs de la formation professionnelle et notamment à ce titre affecte une dotation financière aux OPCO pour financer à titre principal l'apprentissage. Voilà, donc ça c'est la destination, si j'ose dire, de la part principale de la taxe d'apprentissage. Et puis on a le solde, dont le taux correspond à 0,09% de votre masse salariale brute annuelle. Et c'est ce fameux solde, ce 0,09%, qui est donc désormais géré par la Caisse des dépôts et consignations via sa plateforme Soltea. Jusqu'à présent, ce solde, les entreprises le géraient en direct, c'est-à-dire que les entreprises faisaient des versements libératoires à des écoles habilitées à les percevoir, lesquelles écoles émettaient des reçus libératoires qu'elles remettaient directement aux entreprises employeurs. Ça, c'est une pratique qui désormais n'est plus applicable et donc il faut désormais que tout transite par la plateforme Soltea. Donc, Soltea va gérer à partir de 2023 le solde de taxe d'apprentissage dû au titre de l'année 2022, puisque la gestion de ce solde se fait en année N+1, d'accord? Et donc via la DSN d'avril 2023. Donc c'est au titre de la DSN du mois d'avril dernier que les entreprises ont déclaré leur solde de taxe d'apprentissage qui était dû au titre de l'année 2022. Alors, comment se connecter à Soltea en tant qu'entreprise versante, en tant qu'entreprise employeur? Eh bien, cela se passe via un espace extranet sur Soltea qui va être ouvert à partir normalement du 25 mai prochain. Alors, si vous regardez sur Internet, le site existe déjà sur Soltea avec un certain nombre d'informations qui figurent en ligne. Il y a notamment 1 ou 2 webinaires d'ailleurs qui ont été animés par la CDC, qui ont été mis en ligne, des informations à destination des employeurs, d'autres à destination des écoles, des établissements très préoccupés d'ailleurs, évidemment, par le fait de pouvoir percevoir quand même en temps voulu les sommes qui leur reviennent et en tout cas les promesses de dons qui leur ont été annoncées par les entreprises employeurs. Et donc, sur cette plateforme extranet, l'idée, c'est qu'elle sera effective et que les entreprises vont pouvoir s'y connecter à partir du 25 mai prochain. Donc, l'idée, ça va être évidemment de pouvoir vous connecter et configurer votre profil, si j'ose dire, employeur,
En pratique, ça se fait via le service Net Entreprise. Et donc, il vous suffit tout simplement d'avoir le SIRET de l'établissement et de connecter, évidemment, via vos identifiants et mots de passe pour pouvoir accéder à votre espace extranet. Le choix de fléchage des fonds de la taxe d'apprentissage vont pouvoir se faire jusqu'au 7 septembre prochain. Donc, plus précisément, j'y reviendrai sur le calendrier de collecte et d'affectation des fonds. C'est vraiment à partir de maintenant jusqu'au 7 septembre prochain que vous allez pouvoir donc configurer votre compte, faire vos vœux, vos choix d'affectation auprès des écoles, à charge pour la CDC de reverser les fonds aux écoles concernées. Il faut savoir que sur Soltea, la CDC joue vraiment un rôle de pur intermédiaire financier. D'accord? C'est pas un OPCO, dans le sens où il n'a pas vocation à mutualiser les fonds avec des politiques de refinancement définies le cas échéant par des branches professionnelles. On n'est pas du tout dans un mécanisme de mutualisation des fonds, on est dans un mécanisme de pure intermédiation financière, comme l'étaient les OCTA à l'époque, pour ceux qui ont connu les organismes collecteurs de taxes d'apprentissage, avant les années 2014, eh bien, on était dans on revient finalement à ce mécanisme-là, à ce fonctionnement-là, mais incarné par un seul et même OCTA, si j'ose dire, un seul et même organisme collecteur, puisque c'est la CDC qui assure désormais ce rôle. C'est pour faciliter les démarches des entreprises. Alors, faciliter les démarches, vous allez voir quand même, quand je vais vous parler des gestions par SIRET, certaines grandes entreprises notamment, concrètement, ne vont pas considérer que ça leur simplifie la vie, c'est le moins qu'on puisse dire. Par contre, l'objectif très clairement assumé par le législateur et le pouvoir public, c'est d'avoir une meilleure visibilité sur la traçabilité des fonds en produits de sortie, en produits d'entrée. Donc, voir quand même concrètement comment les entreprises utilisent leur solde de taxe d'apprentissage et pour quelle destination. Donc, c'est pour avoir une meilleure vision globale au niveau national de l'utilisation de ces fonds. Alors, il y aura des frais de gestion, bien évidemment, à 2 niveaux. Des frais de gestion qui vont d'abord être prélevés par les collecteurs, donc le réseau des URSSAF et des MSA, et des frais de gestion qui vont être prélevés par l'intermédiation financière assurée au niveau de la CDC. Donc, côté URSSAF, ce que l'on sait désormais, puisqu'on a eu effectivement un récent arrêté ministériel qui est venu préciser le sujet, c'est que concrètement, on va avoir des frais de gestion à hauteur de 1% pour risque de non-recouvrement qui vont être donc appliqués sur les sommes déclarées et donc collectées par les URSSAF au titre du solde de la taxe d'apprentissage. Et une fois que ce taux de 1% a été appliqué, on a en plus un taux complémentaire de 0,5% de frais de gestion appliqués là encore par les URSSAF. Une fois que ces frais de gestion-là ont été appliqués sur les sommes déclarées et versées par les entreprises, on va avoir également un pourcentage de frais de gestion qui va être par ailleurs collecté par la CDC au titre de son intermédiation financière, mais dont on ne connaît pas encore le taux et les modalités de prélèvement. Alors, point quand même de précision important, ces frais de gestion s'appliquent sur les sommes que les entreprises versent et déclarent via leur DSN. Et donc, en gros, c'est une moins-value subie par les entreprises, par les établissements qui perçoivent les fonds, ce n'est pas une plus-value pour l'entreprise qui paye. C'est-à-dire que pour vous, ça ne vous coûte rien en plus, mais évidemment, comme ça vient s'imputer sur les sommes que vous déclarez et que vous payez, qui sont prélevées par les URSSAF, évidemment, ça vient diminuer d'autant les montants qui potentiellement sont attendus des établissements éligibles. C'est pour ça d'ailleurs qu'il faut peut-être être prudent dans vos déclarations d'intention. Si vous échangez, vous communiquez avec des écoles, peut-être leur préciser que c'est sous condition évidemment des éventuels frais de gestion qui seraient ponctionnés. Alors, ça reste des frais relativement mineurs, mais enfin malgré tout, effectivement, ce n'est pas tout à fait le montant que vous leur annonceriez. Alors, sur les modalités de versement auprès des écoles habilitées, toutes les écoles n'ont pas vocation à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage. En pratique, c'est la plateforme Soltea qui va référencer toutes les écoles habilitées. Donc là aussi, il y a une forme de simplification, à tout le moins là, à ce niveau-là, puisque finalement, j'ai envie de vous dire très basiquement, si l'établissement n'est pas référencé sur la plateforme, vous n'allez pas pouvoir lui faire un versement libératoire. Alors, Soltea référence tous les établissements éligibles, sachant qu'il y a effectivement légalement 13 catégories d'établissements qui sont définies par la loi. Je vais vous les rappeler rapidement, mais donc évidemment, pour un établissement, ça suppose de correspondre à l'une des catégories définies par la loi et puis après, faire les démarches
pour sa part, de référencement sur la plateforme afin de pouvoir être éligible à ce solde de taxe d'apprentissage. La plateforme Soltea, la partie extranet réservée aux établissements éligibles, elle va être ouverte à partir du 5 mai prochain. Et donc, à partir du 5 mai, c'est-à-dire demain, concrètement, les écoles vont pouvoir configurer leur espace extranet, déposer leur RIB, important, pour pouvoir évidemment percevoir les fonds correspondants. Alors, c'est tout à fait exact, hein. Et il n'y a pas que les écoles qui peuvent percevoir de la taxe d'apprentissage, les missions locales également. Alors, vous allez les retrouver là dans un instant. Je vais vous passer un peu en vue les catégories d'établissements qui sont éligibles au solde de taxe d'apprentissage. De façon préalable, une précision qui est quand même importante, et je vous ai dédié une petite slide sur le sujet, et vous l'avez là à l'écran. Les centres de formation d'apprentis ne sont pas concernés par Soltea. Important. Pourquoi? Parce que les CFA peuvent percevoir du solde de TA, mais uniquement par des versements en nature. Et les versements en nature, c'est quoi? C'est concrètement des dotations en matériel et équipement, le fait pour une entreprise de donner des matériels informatiques, par exemple, des plateaux techniques, des outils. Bon, tout ceci évidemment à des fins pédagogiques pour le compte du CFA. Eh bien, ces matériels-là, ils ont vocation donc à être comptabilisés, valorisés d'un point de vue comptable. Et donc, l'idée, c'est qu'effectivement, l'entreprise établisse un document, une sorte de justification pièce comptable pour justifier de la valorisation comptable qui est faite du matériel à l'aide de son expert comptable, le cas échéant. Cette valorisation comptable, elle a vocation donc à être déduite de ce solde de taxe d'apprentissage. Mais donc, évidemment, tout ceci ne transite pas par Soltea, puisque Soltea, hein, on ne transite via Soltea que des sommes de la monnaie sonnante et trébuchante. Hein. Voilà. Donc, effectivement, les CFA sont éligibles au solde de la TA, mais uniquement par des donations en nature. Et donc, ça ne transite pas par la plateforme Soltea. Voilà. On a une petite question, Sabrina. Connaissons-nous les modalités de référencement? Alors, les modalités précises de référencement sur la plateforme Soltea, j'ai envie de vous dire que très basiquement, à partir du moment où l'établissement figure sur l'une des 13 catégories définies par la loi, ça se présente plutôt bien. Après, en pratique, parce que l'établissement correspond bien à l'une des 13 catégories que je vais vous énoncer là, en pratique, l'établissement est référencé, figure sur une liste régionale qui est tenue à jour chaque année par les différentes préfectures de région, qui référence l'ensemble des établissements éligibles à percevoir le solde de la taxe d'apprentissage. Et donc, c'est à l'appui finalement de ces listes régionales que la CDC va faire ce travail de référencement des établissements habilités. Ok, super, merci. Donc, les 13 catégories définies par la loi figurent là sur les quelques slides que vous allez voir à l'écran. Donc, globalement, on est dans le champ de la formation initiale pure sous statut scolaire ou étudiant. Donc, concrètement, vous avez des établissements publics d'enseignement du second degré, de l'enseignement supérieur, des établissements d'enseignement privé, du second degré et du supérieur. La particularité pour ces établissements privés, c'est qu'ils doivent être gérés par des organismes ou des associations à but non lucratif. C'est une condition sine qua non pour être éligible. Des établissements gérés par des chambres consulaires, des établissements publics ou privés qui dispensent des formations conduisant au diplôme professionnel délivré par les ministères chargés de la santé, des affaires sociales, jeunesse et sport. C'est à ce titre-là, notamment, 6e catégorie, qu'on retrouve les IFAS, des instituts d'enseignement qui préparent au diplôme d'aide-soignant. Les écoles de la deuxième chance sont également éligibles. Les établissements d'enseignement qui assurent une éducation adaptée, un accompagnement social, médico-social pour les jeunes et les adultes handicapés. Les ESAT, établissements d'aide par le travail. Les organismes qui participent au service public de l'orientation, dont une liste est définie sur décision du conseil régional. Les écoles de production. Et enfin, dernière catégorie, qui ressemble beaucoup d'ailleurs, la catégorie 13 ressemble beaucoup à la catégorie 11 finalement, puisque c'est un peu la même déclinaison. Catégorie 11 sont des organismes reconnus au niveau régional. Catégorie 13, organismes reconnus au niveau national et qui ont tous les deux, ces deux catégories d'organismes ont la même vocation, à savoir promouvoir les métiers, faire connaître les métiers, les formations professionnelles en France qui, effectivement, dans tel ou tel secteur d'activité,
permettent effectivement de déboucher sur tel ou tel secteur d'activité. Donc, on est vraiment sur une activité de promotion de la formation technologique et professionnelle initiale et des métiers. Donc, quelque part, là, on n'est pas du tout sur une activité d'enseignement professionnel. C'est pas une école, là, ce sont vraiment des organismes à but non lucratif qui ont pour objectif de promouvoir la connaissance des métiers et des formations professionnelles. Et pour évidemment, l'idée étant d'amener les jeunes un peu un service d'orientation professionnelle finalement, pour leur faire découvrir les secteurs d'activité. Donc ces organismes-là sont bien éligibles, mais à certaines conditions. Ils doivent figurer d'abord sur une liste établie chaque année par le ministère de l'enseignement supérieur et du travail. C'est un travail interministériel qui est fait par ces 2 ministères-là. Et une petite spécificité, c'est que pour ces établissements-là, ils ne sont éligibles que dans la limite de 30 du solde de la taxe d'apprentissage, donc ça réduit les capacités de financement. Enfin, ils sont malgré tout éligibles et donc ils ont eux aussi vocation évidemment à figurer sur la plateforme Soltea. Alors, à la question de Léa, savoir effectivement quelle est cette particularité pour les CFA qui ne sont finalement pas éligibles à percevoir des fonds via Soltea du solde de la taxe d'apprentissage. Effectivement, c'est une spécificité qui a été prévue dès l'origine dans la loi. Et donc, l'idée, ça a été de considérer que les CFA n'avaient quand même pas vocation à capter l'intégralité du solde de la taxe d'apprentissage et que finalement, on entendait maintenir une priorité d'affectation du solde aux écoles qui œuvrent dans l'univers de la formation initiale pure, voilà, sous statut scolaire ou étudiant. Parce qu'il faut savoir que pour ces écoles-là, le solde de la taxe d'apprentissage représente une part très importante, voire déterminante de leurs revenus, de leurs ressources. Et donc l'idée, ça a été notamment à l'occasion de la réforme de 2018, de ne pas remettre en cause cet équilibre subtil entre le financement de l'apprentissage et celui de la formation initiale pure via la taxe d'apprentissage. Voilà. Donc, on a maintenu finalement cette règle-là, qui consiste à dire qu'effectivement, il y a une petite part résiduelle de la taxe d'apprentissage qui continue de finalement financer et faire partie intégrante du modèle économique des écoles dans le champ de la formation initiale. Alors, à la question de Séverine que je vois là, que je prends en direct, est-ce que ça fonctionne également pour des associations qui effectuent des actions de formation? Non, ça ne suffit pas parce que, en fait, les 13 catégories d'établissements que je viens de vous énumérer là, c'est vraiment des établissements, vous l'avez vu, alors hormis les 2 catégories là d'organismes un peu spécifiques qui promeuvent les métiers, mais sinon on est vraiment sur de l'éducation au sens code de l'éducation, c'est-à-dire des écoles qui dispensent de la formation initiale pure. Donc on n'est pas du tout dans le champ de la formation professionnelle, hein. Donc si vous avez un organisme de formation qui dispense de la formation professionnelle, même à but non lucratif, entre guillemets, c'est hors sujet, il ne sera pas éligible au solde de la taxe d'apprentissage. Il faut créer une école. Et pour créer une école, il y a des démarches à faire auprès du rectorat, parce que c'est l'éducation nationale, c'est ce ministère-là qui est compétent, éducation nationale ou enseignement supérieur, en fonction du niveau de formation qui est préparé par votre école. Et donc l'idée, c'est effectivement ouvrir une école à destination de jeunes qui ne sont pas encore rentrés dans la vie active pour proposer des formations professionnelles ou technologiques. Et à cette condition-là, une des conditions à devoir respecter, eh bien, potentiellement, vous pourrez permettre à cette école d'être éligible au solde de la taxe d'apprentissage. Voilà. Alors, sur le calendrier du coup des vœux, si j'ose dire, qui doivent être effectués par les entreprises employeurs, on va dire qu'il y a deux vagues d'expression de vos vœux. Entre le 31 mai et le 7 juillet prochain, si vous exprimez vos vœux via la plateforme Soltea, eh bien, les établissements éligibles vont pouvoir percevoir les fonds que vous aurez déclarés sur Soltea à la date du 15 juillet. Si vous avez, entre guillemets, loupé cette première vague de déclaration, il y a une seconde vague de déclaration qui va se faire entre le 7 juillet et le 7 septembre prochain. Et pendant cette deuxième période, eh bien, vous déclarez vos vœux d'affectation via Soltea. Et à ce moment-là, la CLDC va se mettre en ordre de marche pour effectuer les versements correspondants aux établissements éligibles à la date du 15 septembre. Donc, deuxième versement annoncé 15 septembre prochain pour les établissements récipiendaires. Et post-7 septembre, si vous n'avez exprimé aucun choix, eh bien, les fonds que vous avez donc versés au préalable, hein,
via les URSSAF et affectés par la CDC vont être effectivement affectés. On va parler de fonds libres dans ce cas-là. Et ils vont être effectivement affectés selon des critères réglementaires qui vont être définis prochainement, puisqu'on attend un décret d'application, un arrêté ministériel pour nous préciser les règles d'affectation de ces fonds libres. Voilà, alors l'ouverture de Soltea, 25 mai au 31 mai, l'ouverture de Soltea auprès des entreprises employeurs, il me semble que c'est bien à partir du 25 mai prochain. Oui, je crois que c'est ce Ouais. que tu as dit tout à Ouais. l'heure, Sabrina. Alors, sur les fonds non affectés à l'issue de la campagne de collecte, donc c'est effectivement au plus tard du 15 octobre de chaque année que l'intégralité des fonds collectés et non affectés vont être reversés à des établissements habilités. Donc, c'est déjà une première information à avoir en tête. La CDC n'a pas vocation à capitaliser ces fonds non affectés, n'a pas vocation à les conserver, hein. Et d'ailleurs, on est sur un périmètre d'activité accessoirement totalement distinct, avec une frontière bien étanche entre les activités assurées par la CDC au titre du CPF, celles qui sont assurées au titre de la gestion des passeports et celles désormais au titre du solde de la taxe d'apprentissage, hein. C'est vraiment deux choses bien différentes. Donc sur ces fonds non répartis, effectivement, on va avoir un projet de texte qui viendra nous définir des critères objectifs. Bon, objectif évidemment, ça c'est déterminant pour définir les règles d'affectation de ces fonds en fonction de l'implantation géographique à la fois des entreprises versantes et des établissements éligibles, au regard de la nature des formations réalisées et compte tenu évidemment potentiellement des métiers particulièrement pénuriques ou des besoins de recrutement importants potentiellement qui auraient été identifiés. Donc là, on a effectivement de toute façon des textes qui ne sont pas encore publiés, donc c'est difficile de définir cela. Mais ce qui est certain, c'est que contrairement au régime antérieur où du temps des octas, on avait des politiques de branche assez bien incarnées, qui étaient très intéressantes d'ailleurs, puisque ces octas étant créés et gérés par des organismes, par des partenaires sociaux, en fait, les fonds libres de la taxe d'apprentissage, antérieurement, étaient affectés à des écoles en fonction des politiques de formation définies par des branches, au niveau des branches professionnelles. Donc c'était intéressant parce que c'est un levier quand même qui permettait à des branches professionnelles, notamment très dynamiques, de pouvoir précisément et de façon assez adéquate utiliser ces fonds libres au soutien de leur politique de formation. Bon, là, c'est autre temps, autre mœurs, hein. Évidemment, avec la CDC, on n'est pas du tout dans cette logique-là. Donc, les branches n'ont pas de rôle à jouer dans l'affectation de ces fonds libres. On peut peut-être le regretter, mais en tout cas, aujourd'hui, effectivement, on est sur des règles de gestion totalement différentes, très désintermédiées. Et donc, l'idée, c'est d'avoir plutôt des critères objectifs, sorte d'algorithmes qui devraient permettre l'affectation de ces fonds libres. Voilà pour ce qui en est globalement de ce schéma de financement et de ce nouveau schéma de gestion du solde de la taxe d'apprentissage. Je tenais à vous faire peut-être juste un dernier item. Alors, je ne sais pas si vous avez peut-être d'autres questions sur ces différents items que l'on vient de voir, mais finalement, on a pris un peu les questions au fil de On l'eau. a pris les questions, je crois qu'on n'a pas de nouvelles, Sabrina. Je pense pas, hein. Non, c'est OK. Donc, je vous propose peut-être de terminer ce webinaire sur cette thématique, ce sujet un peu spécifique quand même, alors qui concerne principalement les grandes entreprises. Pour les plus petites entreprises, ce sera moins un sujet. Mais pour les grandes entreprises, c'est là où, quand Victoire, tu me demandais si ça allait simplifier un peu la vie des entreprises, clairement pas pour les grandes entreprises. Pourquoi? Parce que, justement, un petit point quand même d'éclairage sur la gestion de Soltea s'agissant des SIRET, des entreprises versantes. Quel est le sujet? Eh bien, le sujet, c'est que Soltea ne reconnaît pas les sirènes. Vous me voyez venir? La gestion de la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage se fait par SIRET. Voilà, l'outil informatique de la CDC a été configuré de telle façon que le truc est conçu par SIRET. Ça veut dire qu'il ne va pas être possible pour vous de gérer la répartition de votre solde au niveau du SIREN de l'entreprise versante et vous n'allez pas pouvoir faire des agrégations de SIRET. Voilà. Donc ça, c'est évidemment quand vous avez des centaines, voire des milliers de SIRET au sein d'une même entreprise, c'est vite vertigineux de se dire que potentiellement, il va falloir gérer
des chiffres après la virgule au niveau de chaque SIRET. Bon, alors il y a évidemment, c'est un sujet qui a été vu, identifié, remonté auprès de la CDC, qui a donné lieu quand même à de nombreux débats, discussions, un groupe de travail. Voilà, il y a des grandes entreprises qui sont montées au créneau pour voir quand même ce qui pouvait être mis en place, au niveau de la CDC. Alors concrètement, il y a des aménagements possibles. Alors le premier qui n'en est pas un réellement, mais malgré tout, c'est une sorte de facilité, 1er niveau, on va dire, c'est effectivement permettre à un même collaborateur, un même salarié de pouvoir agir pour le compte de plusieurs SIRET via Net Entreprise. Et donc ça va permettre à effectivement, un même collaborateur de pouvoir disposer de la visibilité de son portefeuille de SIRET dans un espace dédié et de recenser le détail des choix d'affectation du solde pour qu'il ait une vision, on va dire, consolidée au niveau de son SIREN. Ceci étant dit, pardon, mais ça va lui faire une belle jambe, il n'en reste pas moins qu'il va quand même falloir, à la mano, faire ses affectations par SIRET et non pas au niveau du SIREN. Donc voilà, c'est quand même pas l'idéal. Après, il y a une dérogation qui a été très récemment annoncée par la CDC, qui est effectivement de pouvoir traiter au niveau du SIREN les entreprises qui ont au moins 1000 établissements. Donc pour les entreprises qui ont au moins 1000 SIRET, il peut y avoir une possibilité proposée par la CDC que de gérer au niveau du SIREN la répartition et l'affectation du solde de sa taxe d'apprentissage. Donc pour cela, évidemment, ça suppose de se manifester, prendre contact auprès de la CDC et effectivement mettre en place ce système-là qui est un peu un système D dans le sens où de toute façon, comme l'outil Soltea n'est pas paramétré pour gérer cela, on est en train de se dire que ça va être de toute façon un traitement à la mano par des collaborateurs de la CDC de l'autre côté, hein, de la bécane, qui seront potentiellement en charge de gérer cela. Donc c'est vrai que c'est pas du c'est une solution, on va dire, pragmatique, hein, qui a pu être, proposée, avancée par la CDC pour essayer effectivement d'améliorer autant que possible, la mise en place, l'implémentation de ce nouveau système de gestion, notamment pour les plus grandes entreprises. Voilà ce que je pouvais vous dire sur ce dernier aspect de, gestion du solde de la taxe d'apprentissage, au niveau des SIRET et pas des sirènes. Bon, vous m'en excuserez de terminer là-dessus parce que le point est un peu technique, mais malgré tout, il peut être quand même très enquiquinant pour les grosses boîtes, donc il faut quand même l'avoir en tête. Voilà, et pour ceux d'entre vous qui potentiellement seraient concernés, il faut quand même regarder d'assez près le sujet. Et ne pas hésiter, le cas échéant, effectivement, à contacter peut-être directement d'ailleurs les services de la CDC pour voir ce qui peut vous être proposé. Merci Sabrina, je crois qu'on a une petite question qui reste. Quelles sont les règles de répartition entre les SIRET? Alors, il n'y a pas de règle de répartition à proprement parler, c'est-à-dire qu'on raisonne par SIRET. Donc après, c'est à vous de calculer finalement l'enveloppe dont vous disposez par SIRET. Et en gros, après, à vous de dire, au niveau de chaque SIRET, comment vous voulez répartir cette enveloppe. Donc c'est vrai que, évidemment, quand vous avez 450 établissements, c'est une usine à gaz. C'est une usine à gaz. On a une question d'Aurore concernant les sociétés qui ont été liquidées courant 2022 et pour lesquelles nous n'effectuons plus de DSN sur 2023. Comment effectuer le versement? C'est une bonne question. Mais du coup, s'il n'y a plus de DSN sur 2023, est-ce qu'on peut Ouais. faire un versement? C'est une bonne question parce qu'en même temps, l'impôt reste exigible, me semble-t-il, mais ouais, j'avoue qu'il faudrait regarder. Il faudrait poser cette question. Faut creuser le point là. J'avoue que j'ai pas forcément la réponse. Et je crois que est-ce que vous avez d'autres questions? Je crois que c'était la dernière question qu'on avait. En tout cas, merci beaucoup Sabrina pour, ta présentation, super claire et super riche sur un sujet qui est, on va dire, assez technique. Il est technique, mais il est quand même, malgré tout d'actualité et Oui, c'est c'est vrai d'actualité. que, ouais, les C'est pour ça informations ne sont que pas forcément toujours, limpides. Voilà. on voulait vous proposer ce webinaire, effectivement parce qu'on était en plein dedans, voilà, juste avant. Ouais. Donc on trouvait que c'était une bonne idée de vous proposer ce sujet de formation professionnelle. Écoutez, n'hésitez pas à nous donner, vos retours sur ce webinaire en scannant ce petit, QR code que je vous ai mis. Également, avant de nous quitter, alors je vous ai mis, voilà, 2 prochains événements qu'on
on vous propose, donc il y a un prochain webinaire pour vous, dédié pour vous, sur RH, DRH, comment se préserver et prendre soin de soi. Il a lieu le 24 mai de midi à 13h, donc comme d'habitude. N'hésitez pas à vous y inscrire. Et également, toujours, mais notre université 2023 à Tours, les inscriptions sont ouvertes. Donc voilà, n'hésitez pas également, si vous n'êtes pas encore inscrit, à le faire. Ça va être un super événement. Donc voilà, on vous y attend très nombreux. Je remercie encore Sabrina pour, sa présentation. Je vous remercie d'avoir été présents, pendant ce webinaire. J'espère vous revoir très prochainement et je vous souhaite à tous une très belle journée. Au revoir. Au revoir à tous.